Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Démembré pour un café froid, une enquête de Sixtine Lepère. Le patron du bar Le Sully n'est pas du genre à mâcher ses mots. Ce matin d'hiver 2024, c'est contre l'un de ses habitués qu'il fulmine. Je te dis que tu fais une connerie. Tu les connais même pas, ces gens-là. Oui, peut-être, oui. Mais en attendant, ça me rend bien service. Et tout le monde y gagne dans cette affaire. Mais Olivier, ce sont des SDF. Si un jour ils te foutent dehors, tu viendras pas te plaindre. Bon, écoute, lâche-moi. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien avec eux. Écoute, de toute façon, je t'aurais prévenu, Olivier. Campé dans son fauteuil roulant, barbe grisonnante et lunettes à monture noire, Olivier Chambry ne se laisse pas impressionner. À 56 ans, cela fait longtemps qu'il mène sa vie comme il l'entend. Et si ces derniers temps, il a choisi d'héberger chez lui Marc et Chris, sa compagne, un couple de SDF qui joue pour lui les auxiliaires de vie, c'est son problème. Cloué sur son siège d'infirme, Olivier s'amuse du duo qu'il forme avec Marc. Tous les deux rappellent à s'y méprendre le binôme incarné à l'écran par François Cluzet et Omar Sy dans le film Intouchable. Olivier est handicapé. Quant à Marc, il est noir. Les similitudes s'arrêtent pourtant là. Car ce qui est sur le point de se jouer entre ces deux-là n'a rien à voir avec une comédie familiale pleine de bons sentiments. C'est un sombre polar qui se prépare et qui va s'achever dans un bain de sang. Olivier Chambry n'a pas toujours été cloué dans un fauteuil roulant. Cet ancien électricien, divorcé et père de famille, a vu sa santé se dégrader ces dernières années. Atteint d'une sclérose en plaques, un mal incurable qui attaque le cerveau et la moelle épinière, il a perdu peu à peu l'usage de ses jambes. En 2020, en pleine pandémie du Covid, il a dû quitter son appartement du 10e arrondissement de Paris pour emménager dans un autre, mieux adapté à son état. Il n'a pas perdu au change d'ailleurs, puisque son nouveau logement est situé au premier étage d'un immeuble flambant neuf du quai Henri IV, à 2 pas de la Seine et de Bastille. L'endroit est classe et confortable. Son palier, à moitié ouvert, donne sur une belle cour verdoyante. Les voisins l'accueillent avec gentillesse, il sympathise avec plusieurs d'entre eux et leur demande parfois un coup de main pour l'aider à rentrer chez lui ou à ramasser ses clés tombées à terre. Avec ceux qui viennent boire un café chez lui, il se montre la plupart du temps loquace et souriant, même s'il ne cache rien des tourments qui sont les siens. Plus que le handicap, c'est surtout la solitude qui semble lui peser. Olivier n'a quasiment plus aucun contact avec les membres de sa famille originaires du Val d'Oise. Son caractère difficile n'y est sans doute pas pour rien. Peu épargné par les coups du sort, le quinquagénaire se montre en effet facilement irritable. Et lorsqu'il y a quelque chose à dire, il ne s'en prive pas. Les auxiliaires de vie qui se succèdent à son chevet sont bien placés pour le savoir. Olivier se montre intraitable avec eux et finit toujours par les virer. Il a pourtant besoin d'aide tous les jours, ne serait-ce que pour se laver et s'habiller. Aussi, entre 2 renouvellements d'aide à domicile, il fait appel aux pompiers. Durant ces périodes, un étrange balai se met en place. Le matin, 4 soldats du feu viennent le sortir de son lit et le posent sur son fauteuil. Le soir, parfois tard, les pompiers remontent énergiquement chez lui pour le coucher, en passant par les escaliers de l'immeuble, réveillant parfois au passage les autres locataires. Et ce remue-ménage a lieu souvent, car Olivier Chambry n'est pas du genre à rester ruminé tout seul à la maison. Lorsqu'il n'est pas sur le palier à contempler la cour ou au Sully en train de refaire le monde avec le patron, il se balade à travers Paris sur son fauteuil roulant. Parmi ses lieux de prédilection, la promenade de la Coulée Verte, la place de la Bastille ou celle de la République où il passe prendre sa viande dans sa boucherie préférée. Il profite également de ses virées pour se fournir en cannabis qu'il consomme quotidiennement, sans doute pour soulager ses douleurs et angoisses d'infirme paraplégique. C'est probablement de cette manière qu'il fait la connaissance à l'automne 2023 de Marc, un Antillais de 35 ans aux allures de Rasta. L'homme, qui se fait appeler Marc, vit dans la rue avec sa compagne Chris, qui est handicapée elle aussi. Elle est sourde et muette. Olivier, qui aime discuter avec tout le monde, sympathise rapidement avec ce couple atypique.
Dans les semaines qui suivent, Marc et sa compagne deviennent des visiteurs réguliers du 14 quai Henri IV. Ils passent beaucoup de temps chez Olivier, qui les présente aux voisins comme ses amis. Marc et Chris ne sont évidemment pas formés à ce métier délicat, ni déclarés auprès d'une administration quelconque, mais cela n'a pas l'air de déranger leur employeur. Bientôt, ils s'installent carrément à domicile, comme Marc le confirme à son voisin croisé dans le hall. On voit souvent dans l'immeuble en ce moment. Oui, on vit chez Olivier maintenant. Il nous a engagés comme auxiliaire de vie. S'occupe-t-il d'Olivier à la mode du film Intouchable, en lui roulant des pétards et en égayant sa solitude ? La réalité semble un peu moins rose. Au début de l'année 2024, Olivier Chambry commence à soupçonner les deux autres de lui emprunter sa carte bleue pour effectuer des achats personnels. On l'a vu, le patron du bistrot où il a ses habitudes lui conseille vivement, comme d'autres, de mettre un terme à ce partenariat douteux et à flanquer le couple dehors. Fin février d'ailleurs, Olivier semble mécontent et de mauvaise humeur. Un matin, son voisin l'entend très énervé engueuler vertement quelqu'un. Ce sera la dernière fois. Car dans les jours, puis les semaines qui suivent, on ne voit plus Olivier. Ni sur son palier en train de contempler la cour, ni pour ouvrir la porte aux pompiers tard le soir. Le paraplégique a disparu, alors que Marc et Chris, eux, sont toujours chez lui. Des voisins s'interrogent. L'infirme broierait-il du noir au point de ne plus mettre les pieds dehors ? Est-il hospitalisé ? Bientôt, un autre sujet d'inquiétude s'ajoute à cette disparition. Une riveraine confiera plus tard aux Parisiens: À partir du mois d'avril, on a commencé à sentir une odeur pestilentielle qui a vite envahi l'immeuble. Mais vraiment, une puanteur insupportable. C'était terrible. J'étais persuadée qu'il y avait un animal mort. Mais où était-il ? Ça, impossible à savoir. Le samedi 11 mai, des bruits de travaux résonnent une bonne partie de l'après-midi dans l'appartement d'Olivier. Vers 20h, la voisine du rez-de-chaussée croise Marc. Je rentrais chez moi et c'est là que je l'ai croisé. Il n'avait pas l'air très à l'aise en me voyant. Il portait 2 grands sacs poubelles noirs et bleus. Quand il est passé à ma hauteur, j'ai senti cette odeur de putréfaction. L'odeur, c'était une chose, mais les mouches, il y en avait plein autour des sacs, c'était répugnant. Ce même soir, vers minuit, quelques centaines de mètres plus loin, un membre de la protection civile s'apprête à prendre sa permanence de nuit. Alors qu'il circule près de la Seine, il remarque un feu assez vif au pied du pont d'Austerlitz et prévient les pompiers. Les soldats du feu découvrent, une fois l'incendie maîtrisé, au milieu des cendres, une valise noircie par les flammes. À l'intérieur, le cadavre d'un homme découpé en morceaux. L'autopsie effectuée le lendemain révèle que la victime est morte étranglée. Détail peu banal, elle est paraplégique, paralysée des jambes. Bien évidemment, il s'agit d'Olivier Chambry. Et voilà que son assassin, un certain Marc Lesage, se présente de lui-même au commissariat de la Défense 24 heures plus tard pour se constituer prisonnier. Il explique aux policiers qu'Olivier était très dur avec sa copine et lui. Un matin, Marc a vu rouge lorsque le quinquagénaire s'en est violemment pris à Chris à cause d'un café servi trop tiède à son goût. Marc s'est alors jeté sur son employeur et l'a étranglé. Fin de l'histoire. Mais le couple va ensuite continuer à cohabiter pendant 2 mois dans l'appartement avec le cadavre, jusqu'à ce que l'odeur devienne trop insupportable. Le 11 mai, Marc entreprend de débiter le corps à la scie électrique. Ce sont les fameux travaux entendus par les voisins. Après avoir descendu les restes humains dans le local poubelle, Marc les transporte finalement jusque sur les quais de Seine, sous le pont d'Austerlitz, traditionnellement fréquenté par les sans-abri. Il essaye ensuite de les brûler dans une valise, sans grand succès, on l'a vu. Le lendemain, tenaillé peut-être par les remords, il se constitue prisonnier. Chris, sa compagne, quant à elle, est toujours activement recherchée. Quai Henri IV aujourd'hui, la stupeur et le dégoût dominent. Un voisin nous a confié: Dimanche après-midi, quand j'ai vu la vingtaine de policiers habillés en blanc sur mon palier, j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, et ça m'a fait mal au cœur. Peut-être que si j'avais entendu ou vu quelque chose, j'aurais pu aider Olivier. Quelques étages plus haut,
une mère de famille reste traumatisée. Ma fille et moi n'avons pas réussi à dormir la nuit dernière. Dès que j'entends un bruit, je sursaute. Je n'ose plus sortir seule et je ne veux plus que mes enfants traînent dans la cour. Pourtant, la résidence est très calme, on est bien ici. Il n'y a jamais eu de problème. C'est très choquant. On ne connaissait pas personnellement ce monsieur, mais quand on le voyait dans son fauteuil électrique, il avait toujours un sourire et un mot gentil pour les enfants. Il ne méritait vraiment pas ça, le pauvre. Olivier Chambry n'avait plus l'usage de ses jambes, mais il savait encore tendre la main. Marc et Chris, bien que présumés innocents, ont semble-t-il profité de sa générosité avant de le remercier à leur manière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.